Voilà, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Caroline Martinan. Ce que vous venez de voir, c'est la vidéo du jeu A Tale of Synapse The Chaos Theories. Donc, c'est un jeu sur les mathématiques. Je vais me présenter rapidement le parcours, etc. Et après, je vous présenterai le jeu parce que je pense que c'est important de se présenter pour voir pourquoi on en est arrivé là. Donc, moi, j'ai fait des études d'art. Je suis directrice artistique et gérante du studio Sourilab. Du coup, mon projet de fin d'études, je voulais vraiment mélanger art et sciences. J'ai toujours adoré les sciences. Bon, j'ai qu'un bac S, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer un jeu sur les mathématiques. Mais pas un jeu sérieux comme on l'entend, un vrai jeu ludique avec un gameplay, des personnages, une histoire, etc. Du coup, à la fin de mes études, j'ai fait un stage de 6 mois au CNRS à Polytechnique, donc à Palaiseau, au laboratoire Le Prince Ringuet, accompagné donc de Raphaël Garnier de Cassagnac, qui était en train de créer un jeu, lui, sur la physique des particules. Donc vraiment, ça faisait écho chez moi de créer un jeu qui mélangeait science et art. Donc voilà, j'ai géré toute la direction artistique et ensuite, à la fin de ce stage et du diplôme, je me suis dit, allez, c'est bon, on se lance et on crée un jeu sur les mathématiques. Donc voilà, donc on a fait une production de 8 mois avec plusieurs personnes issues du monde des sciences et aussi issues du monde du jeu vidéo parce que c'est très important de savoir comment créer une énigme et comment gamifier en fait les choses pour que ce soit ludique pour le joueur d'apprendre des mathématiques. Donc ça, c'était un petit peu la partie défi, on va dire. Et du coup, je me suis accompagnée donc de Nicolas Roland, qui lui donc a fait des études scientifiques et aussi des études dans le jeu vidéo, d'Alexandre Thomas qui lui est prof de maths avec un bac plus 5, et d'autres personnes donc issues du monde scientifique. Mais je vous ai dit les deux plus importantes. Donc voilà pour la petite présentation. Donc la vision de Sourilab du studio, en tout cas, c'est vraiment de créer des jeux avec une morale, un enseignement, et ou un enseignement, hein, pas forcément les deux, une direction artistique unique, je vous dirai pourquoi après, et un univers immersif. Donc A Tale of Synapse, comme vous avez pu le voir dans le trailer, c'est un platformer 2D type Mario Bros, hein, en fait, tout simplement, avec une direction artistique innovante, des puzzles tout d'abord logiques et après avec des notions mathématiques. Il y a un mode de joueur aussi pour jouer à deux, parce que je pense que réfléchir à deux, c'est toujours mieux que tout seul. 4 mondes, 45 niveaux et plus de 150 énigmes avec au moins une dizaine d'heures de jeu pour les plus logiques d'entre nous. Je vais commencer par vous présenter la direction artistique du jeu. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on crée un jeu de maths, il faut vraiment déjà attirer les joueurs qui n'aiment pas spécialement les mathématiques. Hein, c'était le but à la base. On n'a pas créé un jeu sur les maths pour attirer que les matheux. Donc on s'est dit, la première chose qu'il va voir, c'est la direction artistique. Donc moi, je me suis dit, je vais aller à fond dedans. Je vais créer une direction artistique totalement immersive avec que des maths dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir sur un premier, donc ça c'est le monde 3, sur un premier concept art, une capture d'écran même. Donc on a toute la végétation en fait qui est faite de symboles, le sol qui est fait que de formes et de chiffres, de nombres, etc. Donc là, vous voyez des plus ou moins égales, des plus, etc. Là, monde 2. Donc on a des astérisques qui forment des fleurs, on a des racines carrées qui forment des champignons. Donc là, c'est le monde 2, c'est le monde qui est totalement circulaire. Hein. Vous pouvez le voir de partout, il y a des cercles de partout, des omégas, etc. Là, c'est le monde 1, donc c'est pareil, on est plus sur le côté anguleux, on va dire. On apprend d'ailleurs pas mal la géométrie dans le monde 1. Donc avec, pareil, hein, toujours pareil, des formes de partout, des symboles de partout, des divisés qui forment des flambeaux, etc. Monde 3, donc toujours. Hein. Et le monde 4 qui lui est encore plus immersif parce qu'on est dans le monde de Xuga. Xuga, c'est le maître des sciences, enfin plutôt là, puisque c'est une fille. Et puis, voilà, là, on est vraiment dans un monde immersif qui reprend les maths, donc avec des intégrales, des carrés de partout. On voulait vraiment plonger le joueur dans un monde qui est totalement unique, en fait, et surtout l'attirer par ça, visuellement.
Voilà. Ensuite, je vais vous parler des énigmes. Donc les énigmes, ça a été un processus très très long puisqu'il fallait s'adapter donc forcément aux joueurs et à ses connaissances, sachant que le jeu, la cible de joueurs, donc c'est les 12-18 ans. On ne fait pas les primaires parce qu'il y a déjà des jeux qui existent et qui sont très bien d'ailleurs, comme Matt Matthews, comme Dragon Box, etc. Du coup, on s'est dit on va s'attaquer à une cible un peu plus haute où les énigmes seront du coup feront plus appel à la logique, on va dire. Déjà, premièrement, on s'est dit les énigmes, faut d'abord qu'elles soient à base logique, que le joueur n'ait pas forcément des connaissances, des notions, etc. Donc on va vraiment petit à petit, hein, on commence par les additions, les multiplications, les multiples, les fractions, etc. Et après, donc on monte crescendo, hein, très très doucement. Il y a quand même 45 niveaux pour le faire, donc voilà. Et on va quand même jusqu'aux probabilités, aux équations du second degré, les polynômes, etc. Donc voilà. Et du coup, on s'est dit, la base, on veut pas faire un jeu qui se base sur un programme mathématique. On veut pas remplacer en fait un professeur ou un livre ou un programme de maths. De toute manière, c'est pas possible. Le professeur est essentiel. Voilà. Nous, on veut créer un plus. On veut attirer le joueur pour qu'il aime les maths, le collégien, le lycéen, etc. Qu'il ait une ouverture d'esprit en fait et que sa logique s'ouvre elle aussi et son côté analytique. Donc, c'est un petit peu le pari. C'est comme quand vous prenez une planche de Rorschach avec le test des taches d'encre. Souvent, les personnes regardent la planche dans un seul endroit. Nous, ce qu'on voulait, c'est tourner la planche dans tous les sens pour voir la tache d'encre de manière différente, en fait. Et en fait, c'est un peu ça qu'on a créé à travers les énigmes. Donc, on utilise plusieurs mécaniques pour faire ces énigmes. Donc, des plaques de pression toutes simples qui détectent des blocs de toute forme, donc des blocs carrés, des blocs ronds, des blocs triangles. On utilise une dimension blanche, c'est ce qu'on l'appelle comme ça. C'est une dimension en fait qui permet de voir seulement les maths et uniquement les maths. Il n'y a que le deuxième joueur qui peut entrer dans cette dimension, ou si on joue qu'à un seul joueur, évidemment, on peut entrer dans ces dimensions, mais qu'avec le petit personnage qui s'appelle Si, la petite méduse. Et là, en fait, on voit les maths qu'on ne voit pas forcément dans le monde normal. Donc le monde normal, c'est ça, et quand on entre en dimension blanche, il n'y a plus rien, il n'y a plus de décor, c'est vraiment que des maths. On voulait pas mettre tout dans une seule dimension pour pas justement effrayer le joueur. On a aussi des mécaniques comme ce créateur de matière. On a appelé le Matter Creator. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de ça, on peut créer des formes, que ce soit des carrés, des ronds, des triangles, de toute taille jusqu'à une certaine limite quand même, hein, on ne va pas créer un truc géant, et avec aussi, ce qui est important, c'est des angles différents. Donc là, par exemple, pour réactiver une roue, c'est une énigme très très simple, on crée un triangle qui soit compris dans le cercle. Voilà. Donc le créateur de matière, évidemment, on l'utilise de partout. Pareil, pour faire des fractions ou même d'autres choses, hein, puisque les mécaniques, on s'en sert pour faire plein d'énigmes. Donc c'est pas seulement que pour les fractions. On utilise une balance. Donc là, dans cette énigme, on a une porte où au-dessus il y a marqué 0,5. Donc on doit trouver 0,5. On doit faire 0,5 avec cette balance. Donc voilà. Par exemple, pour les fractions irréductibles, on va nous donner à faire 4/8 et on n'a que 6 blocs. Donc pour faire 4/8, comment on fait? On peut pas mettre 4 blocs et 8 blocs ici, donc voilà, on réduit la fraction pour mettre sur la balance et que les portes elles s'ouvrent. Ensuite, évidemment, on a aussi des interrupteurs classiques pour donner des réponses, des nombres, etc. Donc là, par exemple, dans cette énigme, on s'amuse à faire tomber des blocs pour comprendre en fait le théorème de Pythagore. C'est une méthode classique hein, que beaucoup de professeurs utilisent, j'imagine. Donc voilà, on trouve l'hypoténuse en fait avec tous les blocs qui tombent dedans. Donc c'est assez expérimental au début et après on a des énigmes de logique où vraiment on est obligé de réfléchir. On est parti d'une base comme je viens de vous le dire, très très expérimentale, où joueurs testent en fait les mécaniques pour ensuite plus tester et vraiment réfléchir aux mécaniques et aux énigmes
mathématiques. Je voulais aussi vous parler de la méthode de Singapour sur laquelle on s'est basé à la base. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode de Singapour. En tout cas, c'est une méthode qu'on utilise du coup beaucoup dans les pays asiatiques. Et en fait, c'est une méthode où on utilise les couleurs, les formes pour montrer des notions mathématiques simples. Alors, il se trouve que pour montrer des notions mathématiques plus complexes, comme on le fait dans le jeu, cette méthode a quand même ses limites. Malgré tout, du coup, on a créé d'autres mécaniques qui permettent d'avoir des notions ludiques, enfin d'apprendre des notions avec du fun pour le joueur. Mais pour la base, on a quand même utilisé cette méthode, on s'en est beaucoup inspiré parce qu'on sait, de par des témoignages, que les enfants et les adolescents apprennent mieux visiblement avec ce genre de méthode, en manipulant des formes, en manipulant des chiffres, etc. Et avec des couleurs aussi, c'est très très important. C'est aussi pourquoi les mondes qu'on a créés sont très très colorés. Donc voilà. Et puis, donc finalement, comme je disais, après cette production de 8 mois, on a donc terminé le jeu à peu près dans les temps. Et maintenant, on est sur la partie, on va dire, communication. On communique autour du jeu. Et donc, voilà, on communique auprès des professeurs, etc., pour montrer qu'il existe des outils qui peuvent les aider peut-être, en tout cas, on espère, à faire intéresser leurs élèves aux mathématiques. Donc, comme je disais, il y a un mode de joueur. Et en fait, ce qu'il y a de bien dans ce mode-là, c'est que les deux personnages, je vais revenir en arrière pour vous les montrer. Donc, Nero, le personnage principal, et Si, la personnage principale aussi, puisque l'un sans l'autre, ils ne font rien. On a Nero, en fait, qui, lui, bouge sur les plateformes. Donc, il a plusieurs modes de déplacement. Il a le saut, la course. Il a aussi des attaques, parce que c'est des mondes qui sont remplis d'ennemis, dû à l'histoire, le synopsis que vous découvrirez si vous intéressez un peu plus au jeu. Et Si, qui, elle, a un mode beaucoup plus basé sur les énigmes. En fait, elle est capable de prendre les blocs, d'entrer dans la dimension blanche. Il n'y a que elle qui est capable d'interagir avec la dimension blanche. Et donc, voilà, les deux joueurs se complètent vraiment. Et du coup, ça permet aussi aux élèves ou même à un couple de jouer ensemble, ou un parent avec son enfant de jouer tous les deux, de réfléchir ensemble et sans stress surtout, parce qu'il n'y a pas de contre-la-montre. C'est vraiment très très cool. C'est très poétique aussi. Donc voilà, on donne une vision des maths un tout petit peu moins, on va dire, stressante, et un tout petit peu plus onirique, on va dire. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être un outil important, parce qu'en plus aujourd'hui les jeunes, ils vivent pas sans le digital, et surtout pas sans jeux vidéo. Donc voilà, c'est un jeu qui va sortir donc sur PC et Mac, sur la plateforme Steam, et aussi sur Nintendo Switch. Caroline, j'ai une question, j'ai une remarque. Alors déjà, toute la partie artistique, le décor, il y a beaucoup de personnes adorent. Et donc, j'ai une remarque de Christian. Les actions des joueurs ne sont pas vraiment très claires pour moi. Pour les balances, par exemple, je ne comprenais pas où étaient les blocs disponibles et quoi en faire. Donc, je ne sais pas s'il parle de ce jeu ou il parle d'un autre jeu. Alors, la balance, elle est là. Là, j'ai pris une capture d'écran. Donc, en fait, le joueur, il doit se balader dans le niveau pour trouver ses blocs, en fait. Et il y a des blocs où il y a marqué des nombres dessus, par exemple un bloc où il y a marqué 1, un bloc où il y a marqué 2, et donc le 1 on place là, le 2 on place là, ça fait un demi. Voilà. C'est des blocs qu'on trouve dans le niveau, en fait, tout simplement. Donc, Jean-Christophe Leblanc pose la question sur le prix. Est-ce que tu en parles là maintenant? Oui. Je peux de toute manière, j'avais fini, donc on peut en parler maintenant, il n'y a pas de souci. Le prix, on est à 17,99 € en prix de départ. Sachant que les éditeurs, parce qu'on travaille avec un éditeur évidemment, nous on est studio de développement, il y a le studio éditeur, ceux qui communiquent et qui vendent le jeu. On part toujours sur un prix de départ pour ensuite en fait faire des promos tout le temps. Ça marche comme ça. En digital, 17,99 €, parce qu'en physique, on peut aussi l'acheter en édition donc physique, quoi, comme dans les magasins, à la Fnac, ou si on joue sur Nintendo en tout cas. En physique, c'est toujours plus cher parce qu'il y a la boîte forcément qui
qui est payante. Alors, il y a une question. Alors, Roger m'en suit. Oui, alors je vais quand même. Donc, c'est Roger. Alors, je vais quand même. C'est grâce à Roger que nous avons pu être en contact avec Caroline. Voilà. Voilà, donc on le remercie, Roger. Et donc il faut déjà mettre le jeu dans le stream, dans la liste pour pouvoir le choisir. Voilà, c'est ça. Il y a déjà la possibilité de. Alors en fait, voilà, on l'ajoute à notre wishlist si c'est ça que Roger veut dire. Oui, c'est ça. En fait, si vous avez Steam, vous pouvez télécharger Steam. En fait, c'est la plateforme sur PC ou Mac qui permet de télécharger le jeu. Et du coup, on peut aller sur Steam, taper le nom du jeu tout simplement et l'ajouter à sa liste de souhaits. Et comme ça, quand il sort, on nous envoie un email, on est au courant qu'il est sorti et après, on peut l'acheter. Voilà, tout simplement. Donc Steam, c'est STEAM si jamais vous voulez jouer. Voilà. Merci Roger pour le petit, parce que j'avais oublié de le dire. Alors, j'ai une autre question. Alors, est-il déjà dispo sur Switch? Bérangère Crégu qui pose la question. Alors, le jeu, il sort sur toutes les plateformes le 30 juin. Donc non, il n'est pas dispo. On est en cours de communication dessus. Nintendo a validé le jeu dans sa plus grande partie. Et puis, après, il y a 2 mois d'attente pour commander les cartouches, etc. Donc voilà, on a une date prévue le 30 juin. C'est assez compliqué le monde du jeu vidéo pour tout ça. Alors, il y a Julien Bernat qui se pose la question, est-ce que vous allez travailler sur une suite? Oui, alors c'était toute la base en fait de ce pourquoi on a été financé. Hein. Parlons peu, parlons bien. On crée une franchise en fait, en tout cas on espère, avec les 2 mêmes personnages. Leur histoire, toujours pareil, comme Mario en fait, avec tous les types de jeux de Mario, Mario Bros, Mario Kart, etc. Nous, on veut créer plusieurs jeux qui mélangent science et art ou culture et art, pas que les sciences. Et voilà, donc on a dans l'idée de faire un 2e jeu sur la cosmologie et on aura dans l'idée de faire aussi un autre jeu sur les mathématiques parce qu'on n'a pas tout exploré, il y a vraiment beaucoup de thèmes à explorer. Avec le jeu, en fait, on est en train de créer tout un livre avec donc les notions un peu plus approfondies que dans le jeu, avec un livre illustré en fait, tout simplement, comme un bouquin de mathématiques, mais juste illustré. Et puis donc avec toutes les notions qu'on aborde dans le jeu et un peu plus loin. C'est génial ça. Et donc, alors il y a Christophe qui pose la question, est-ce qu'il y a une version qui serait prévue pour les tablettes? Alors non, ça marche pas en smartphone, tablette, parce que justement on nous l'a déconseillé à la base. Pourquoi? Parce que les décors sont tellement détaillés que sur tablette c'est trop petit en fait, tout simplement. Et du coup, il n'y a pas de lisibilité, c'est très compliqué de résoudre après les énigmes. Et puis je continue avec les questions, d'accord. Donc oui, Joël, un achat par un établissement scolaire, est-ce possible? J'imagine que oui. Alors oui, bien sûr. On est en train d'en discuter. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec l'assistant de Monsieur Blanquer fin avril pour discuter de tout ça. Donc je pourrais vous tenir au courant là-dessus. Vous allez retrouver un article dans l'espace curiosité de l'association que Caroline a fait. On n'a pas encore pu le mettre, parce que vous imaginez qu'avec les journées j'aime, on avait autre chose. Voilà. Et le livre, c'est pour quand? Est-ce que tu as des dates? Alors le livre justement, on va en parler avec Cyril Colléat au gouvernement pour savoir quand est-ce qu'on le fait imprimer et quand est-ce qu'on le sort. Parce que c'est un autre projet, donc on ne pourra pas le sortir le 30 juin, à moins qu'on mette le paquet dessus, mais ça sera plutôt pour la rentrée septembre-octobre. D'accord. Voilà, c'est un jeu qui peut être facilement intégré, j'imagine, dans un projet scolaire. Tout à fait. Et puis, comme je disais, c'est pas le but de remplacer un programme, c'est vraiment d'ouvrir l'esprit aux joueurs, son esprit logique, et aux maths aussi, d'ouvrir son esprit aux maths. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, du coup, si vous voulez savoir un petit peu la suite des événements, comme ça vous êtes au courant facilement. Oui, donc je vais essayer de retrouver le compte sur Twitter. Et donc il y a la question sur des professeurs pourraient aussi apprécier des affiches pour la salle de classe. Merci pour cette belle découverte et cette belle initiative.
Donc voilà. Donc Merci à vous. je te remercie. Moi, je pense que pour les collègues qui vont travailler sur le dispositif Regard de Géomètre, ça peut être un outil pédagogique pour les collègues. Et on vous recontacte pour une présentation. Donc Laurent Touché, je ne sais pas qui est Laurent Touché. Qui est Laurent Touché? Voilà, ils vont vous te recontacter pour une présentation. Bon, j'imagine que si vous allez sur le compte Twitter, un petit message privé et Caroline vous répondra. Voilà, pas de souci, je réponds rapidement. Donc, je confirme. En tout cas, merci Aurélia de m'avoir invitée. C'est très très gentil. Et puis très vite, tout le monde. Et voilà, merci de m'avoir écoutée. Alors c'est la DAN, d'accord, la DAN de Versailles, donc Mission Robotique, donc qui te contacteront. Voilà. Et je pense que les différents services DAN des différents rectorats pourraient aussi te contacter parce que c'est quand même un outil très intéressant, un jeu qui va être très utilisé, je pense, par les collègues. Et puis on est en attente de la suite du livre. Et puis je te dis à bientôt. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. C'est avec plaisir et merci encore d'avoir présenté cet atelier. Merci à toutes et à tous. Et on va passer une interlude pour pouvoir passer à l'atelier notre atelier de l'association Les Maths en Scène Tan Gramino, qui est proposé par Christophe Rabu, un atelier qui a été testé plusieurs fois pendant le festival et proposé en atelier scolaire. Je vous remercie beaucoup. Merci Caroline et je vous dis à bientôt.